Niki de Saint-Phal est une des artistes les plus célèbres du XXe siècle. Son style, reconnaissable, est fait de formes simples et de couleurs éclatantes. Ses œuvres les plus connues, des immenses nanas semées à travers le monde, des femmes plantureuses et conquérantes, des icônes, synonymes de joie et de liberté. Toute sa vie, Niki de Saint-Phal a imaginé un art en apparence simple et ludique, envahissant l'espace public et les musées du monde entier. Mais derrière cette œuvre populaire se cache une artiste en révolte. Une femme tourmentée par des traumatismes d'enfance qui vont imprégner tout son travail. Une combattante féministe qui a eu à cœur de régler un par un ses comptes avec la vie. Niki de Saint-Phal, c'est l'histoire d'une fille de bonne famille. Une fille destinée à vivre dans l'opulence et l'insouciance, et dont la naissance est immédiatement placée sous le signe de la dépression et des larmes. En octobre 1929, un krach boursier met à terre Wall Street à New York et entraîne l'Amérique dans une crise financière dramatique. Parmi les plus touchés, le riche banquier André Fall de Saint-Phal, un jeune Français de 24 ans ruiné par l'effondrement de la bourse. À tel point qu'un an plus tard, le 29 octobre 1930, trop occupé à récupérer sa fortune, il n'a pas le temps de se déplacer à Paris et rate la naissance de son enfant. Catherine, Marie, Agnès de Saint-Phal. Très vite renommée par sa mère Niki, elle est la dernière venue dans la famille Saint-Phal, une des plus anciennes noblesses de France. Cette famille française est une très vieille famille qui remonte aux croisades. Dans la Creuse, dans la Nièvre, dans ces régions centrales de la France, il y avait des châteaux dans lesquels il y a des tombeaux de ses ancêtres de 1615, de 1700. Quelques semaines après la naissance de sa fille, Jacqueline de Saint-Phal rejoint son mari à New York pour l'aider à relever la banque familiale. Laissée seule en France, la petite Niki est confiée à ses grands-parents, puis brinque-ballée entre les nombreuses propriétés de famille dans la campagne française. Elle passe plusieurs étés dans ce château, celui de son grand-père, à Cudeau, dans l'Yonne, entourée de domestiques et de gouvernantes. Autour d'elle, gravée sur tous les murs de l'immense bâtisse, dessinée sur les parois des écuries, taillée dans le bois des cheminées, le blason Saint-Phal, symbole de l'histoire millénaire de sa famille. Le soir, avec son frère Jean, Niki est bercée par les histoires de son grand-père. Des récits légendaires faits d'armure, d'épées et de panaches héroïques. Avec son frère John, tous les deux, on leur a bercé dans les histoires de les chevaliers Saint-Phal, nous les Saint-Phal, ceci, cela, des super histoires, dans des châteaux incroyables avec les armes des Saint-Phal, et on leur parlait de, voilà, vous aussi, vous serez des chevaliers Saint-Phal. Elle a été nourrie constamment d'histoires fabuleuses, d'histoires de chevaliers qui se faisaient étriper au cours d'une croisade, qui portaient l'étendard du roi, qui se faisaient sacrer chevalier par un tel, qui a été le compagnon de Jeanne d'Arc. Enfin, il y a eu des histoires absolument extraordinaires dans sa famille. Ces légendes familiales et le bestiaire médiéval gravé dans les murs du château s'impriment dans l'imaginaire de la petite Niki. Très tôt, elle prend plaisir à s'inventer des histoires fantastiques, se rêvant en cavalière héroïque ou en Jeanne d'Arc. Mais au milieu des années 30, elle doit quitter la campagne française et les grands domaines familiaux pour enfin retrouver ses parents aux États-Unis. Is it your last
Niki de Saint-Phal passe son enfance dans le New York huppé et bourgeois d'avant-guerre. Depuis le krach boursier, la ville, en pleine mutation, est devenue peu à peu une nouvelle capitale culturelle, symbole de la modernité du pays. Chez les Saint-Phal, la prospérité est vite revenue et la famille vit maintenant le rêve américain dans un élégant appartement près de Central Park. Cette enfance, Niki de Saint-Phal la racontera 50 ans plus tard dans un touchant livre autobiographique fait de photos retouchées, de dessins et de textes manuscrits. Elle y raconte ses balades dans les rues de Manhattan et sa vie à la maison où la tradition aristocrate est très présente. Mais à 10 ans, Niki découvre qu'en tant que fille, ce n'est pas à elle de perpétuer la réussite familiale. Tous devaient être les meilleurs. Ça fait vraiment partie de la culture familiale, voilà, vous êtes héritier de ça. Sauf qu'à partir du moment où elle est devenue une jolie jeune fille, tout d'un coup, tout ça, c'était fini pour elle. Elle n'a pas le droit au même traitement que son frère. Son frère est envoyé dans les grandes écoles et elle, comme c'est une fille et que sa mère considère qu'une fille doit être mariée, bien mariée et faire des bonnes œuvres et aller à l'église, elle apprend ça à Niki. Niki de Saint-Phal réalise qu'elle devra plus tard se contenter, comme sa mère, d'un rôle de femme d'intérieur, discrète et désœuvrée. Dans son autobiographie, elle se souvient d'un après-midi passé à la regarder compter du linge de maison. Une violente dispute éclate quand la petite Niki affirme qu'elle ne fera jamais ça plus tard, terrorisée à l'idée de devenir un jour comme sa mère. Jacqueline de Saint-Phal est une femme stricte, attachée aux traditions et aux valeurs de l'aristocratie. Fervente catholique, elle envoie sa fille étudier dans un collège religieux et lui impose une discipline de fer. Sa mère franco-américaine était une femme extrêmement froide, hyper rigide, qui traitait très durement ses enfants. Il y avait une violence pesante dans la maison. Par exemple, son frère Richard, comme tous les enfants, à un moment, ils ne veulent pas manger ce qu'on leur met dans leur assiette. Elle le forçait à manger. Quand il vomissait parce que ça ne lui plaisait pas, la mère faisait manger le vomi. Alors, ça, c'est absolument extraordinaire. Enfin, on n'y croit pas. Niki de Saint-Phal est par contre très proche de son père, qui l'amuse avec ses histoires fantasques et son humour. Mais à l'approche de ses 12 ans, au cours de l'été 42, un événement va brutalement l'éloigner de lui. Une terrible histoire qu'elle mettra 50 ans à révéler. En 1992, Niki de Saint-Phal publie « Mon secret », un court récit autobiographique. Elle y raconte ce qu'elle appelle « l'été des serpents ». Alors en vacances, dans la campagne américaine, Niki tombe à l'arrêt à la sortie d'un champ. Sur un rocher, lui barrant le passage, 2 serpents entremêlés et menaçants. La jeune fille reste tétanisée pendant un long moment, à la fois hypnotisée et terrorisée. Cet événement pourrait sembler anecdotique, s'il n'était lié dans l'esprit de l'adolescente au choc traumatisant qu'elle subit quelques jours plus tard. C'est un été terrible, mais comme toutes les personnes qui ont été victimes de viol dans leur enfance, elles l'oublient, elles le refoulent complètement. Des années plus tard, devenue femme et artiste, Niki de Saint-Phal accumulera les serpents et les monstres dans son œuvre. Dans ses dessins, ses tableaux, ses assemblages et ses sculptures. À ses yeux,
Ils sont la vie même, une force primitive indomptable, le symbole des hommes, du vice et du danger. À la fin des années 40, Niki de Saint-Phal est encore une adolescente en rébellion, bien décidée à quitter le plus vite possible cette famille qui l'effraie tant. À 17 ans, elle prend l'habitude de faire le mur. Chaque nuit, en cachette, elle fréquente les bars malfamés de New York. Habillée, maquillée, elle aime les fêtes, la danse et les flirts. Loin de s'imaginer devenir un jour artiste, Niki veut être comédienne. Alors, quand elle rencontre un jour le directeur d'une agence de mannequins, elle y voit un moyen de se rapprocher de ses ambitions. C'est-à-dire que très jeune, elle a un désir d'indépendance qui est assez fort. Donc c'est une très belle femme avec des très beaux yeux bleus. Et c'est vrai que voilà, elle a cette destinée de mannequin qui est presque toute tracée, où elle fait des photos pour Vogue notamment, elle fait les couvertures de magazines, elle prend des cours de théâtre. À 19 ans, elle enchaîne les séances photos pour des publications de mode. Elle est même choisie pour faire la couverture du célèbre magazine Life. La vie lui sourit enfin quand elle rencontre peu après Harry Matthews. Niki tombe amoureuse de ce beau soldat avec qui elle partage un goût prononcé pour la lecture. Profitant d'une permission du jeune homme, le couple se marie secrètement et décide de fuir vers la France. Niki de Saint-Phal tourne le dos à sa famille et aux convenances, pensant avoir enterré pour de bon son enfance douloureuse. Ça fait partie de leur révolte, de venir en France et d'échapper à tout ça, et de vivre leur vie, qui était une vie de bohème plutôt riche, plutôt confortable, parce que Harry avait de l'argent. Le couple découvre excité un Paris qui se remet de la guerre en s'enivrant de cinéma, de théâtre et de jazz. Tombée enceinte, Niki semble vivre un bonheur sans nuages. Mais entre les séances photos très sages pour magazines féminins policés et sa vie de femme d'intérieur, Niki ne s'éloigne guère du modèle maternel. Sa révolte contre le culte de la femme-objet n'a pas encore sonné. C'est une crise de folie soudaine qui va changer sa vie. En 1953, le couple s'installe à Nice, dans le sud de la France. Quelques mois plus tard, Niki découvre l'infidélité d'Harry avec une voisine. Trahie, elle tombe dans une violente dépression nerveuse. À 23 ans, elle n'arrive plus à contenir les douleurs refoulées depuis son enfance et se gave de médicaments qui embrouillent son esprit. Paniquée, elle pense même au suicide. On pourrait dire qu'elle pète les plombs, elle commence à accumuler des objets pointus et elle veut menacer tout le monde. Elle se baladait avec des couteaux, tout ce qui était dangereux, pointu, ça commençait à devenir dangereux pour mon grand-père, Harry Matthews. Et elle les planquait sous le matelas, sous le lit, dans son sac, partout. Et bon, potentiellement, ça pouvait lui retomber dessus. Je pense qu'elle a eu un moment véritable de révolte, mais véritablement presque physique. Et donc, elle a été en clinique, s'est fait soigner, et c'est l'art qui l'a sauvée. C'est à l'asile, coupée de l'extérieur, que Niki va découvrir sa voix. Droguée, calmée, elle est submergée par une envie pressante de peindre. Pendant plusieurs jours, elle ne fait que dessiner, repoussant l'angoisse et la souffrance. Elle a dessiné de manière obsessionnelle, ça l'a libérée et elle a compris que c'était sa voie et que ce serait le ressort de sa vie. C'est évident, l'art lui a permis de ne pas devenir folle. C'est toute cette crise qui lui a donné la possibilité de devenir artiste. Sinon, elle disait, elle serait devenue terroriste. Entrée à l'asile délirante et suicidaire, elle en sort 6 semaines plus tard, désormais déterminée à devenir artiste. Ses crises d'angoisse intenses sont derrière elle et son mariage va mieux. À peine rentrée chez elle, avec une spontanéité d'autodidacte, elle se met à peindre frénétiquement ce qui l'entoure. Sur ses premiers tableaux, pour travailler le mouvement, elle figure souvent sa fille Laura en train de danser et s'amuser. Niki de Saint-Phal n'a jamais pris de cours de dessin et ne sait pas peindre les volumes.
mais elle s'acharne, assumant son refus de l'enseignement académique. Elle décide de devenir artiste et de ne pas suivre des cours d'histoire de l'art ou de beaux-arts. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas cultivée, au contraire, elle va beaucoup voyager, elle va beaucoup aller dans les musées, énormément lire, elle connaît très très bien les artistes de son temps. C'est une artiste extrêmement cultivée, mais qui se fait une culture personnelle et qui va développer de fait un vocabulaire extrêmement personnel. Inspirée par son imaginaire de petite fille, Niki de Saint-Phal se crée peu à peu un univers qui lui est propre. Un univers faussement enfantin, plus sombre qu'il n'y paraît. Souvent fait de paysages nocturnes où dansent des femmes côtoyant des châteaux, des monstres et des serpents. Elle peignait, mais déjà dans ses premiers tableaux, il y a beaucoup de choses qu'on verra plus tard. Des nanas, des dragons, des enfants, des châteaux, des soleils. C'est comme des cartes un petit peu aussi de ce que son œuvre va devenir. En 1954, à 24 ans, Niki entame une série de voyages avec son mari Harry Matthews. Le couple sillonne l'Europe, alternant les séjours entre la campagne française, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Pendant ces voyages, Niki se passionne pour les sculptures locales et l'architecture. Et malgré sa haine de l'Église catholique, elle est captivée par les constructions religieuses. En Espagne, elle passe son temps à contempler les églises, fascinée par les angelots, les Christ et les Vierges espagnoles. Un peu plus tard, à Barcelone, Niki a 25 ans quand elle découvre par hasard un lieu qui l'obsédera toute sa vie. Le parc Güell, construit par l'architecte Antoni Gaudí. Elle est bouleversée par ce jardin, tout en courbe et serpentine, intégré dans le relief naturel. Ce parc est magique pour elle parce qu'elle y découvre des petites architectures qui ont l'air d'appartenir à des contes de fées. Elle a une révélation. Elle se dit, c'est ça, c'est mon rêve c'est de réaliser un parc comme celui-ci, et en même temps elle a conscience que ça va lui prendre du temps, qu'elle va devoir mûrir dans ses recherches artistiques, mais elle garde ça voilà, dans un coin de sa tête. Ce jour-là, elle passe des heures à examiner la technique utilisée par l'architecte pour recouvrir les bancs du parc. Le trancadis, un collage de céramique cassée et de porcelaine. De retour en France, elle réinvente le trancadis et colle désormais sur ses peintures des débris de vaisselle cassée. Aidée de cette technique, elle réalise cet autoportrait qui mélange du verre, de la céramique et de la peinture projetée, comme sur les tableaux de Jackson Pollock. Au centre, son visage décharné, sombre et torturé. Si ce portrait est empreint d'une immense solitude, c'est qu'à l'époque, Niki de Saint-Phal est à nouveau victime de sévères crises d'angoisse. L'artiste approche de la trentaine, mais elle ne vit pas encore de son art et ses œuvres sont peu vues. Effrayée, à l'idée de ressembler à sa mère, elle enrage que son art soit réduit par certains à un simple passe-temps de femme d'intérieur. En 1958, elle entame une nouvelle série d'assemblages. Des œuvres plus anxieuses où des objets inquiétants apparaissent, emprisonnés dans ses tableaux. Du collage, elle passe très vite à l'accumulation de petites choses de moins en moins innocentes, hein, des lames de rasoir, des trucs qui coupent. Bon. Pas souvent, les petits enfants les petites poupées qui sont utilisées n'ont plus de bras, n'ont plus de jambes, les yeux sont fermés, ils sont recouverts de peinture ou de plâtre. Ils sont dans une gangue dont on devine qu'elle n'est pas spécialement joyeuse. Elle intègre tout ce qui a fait partie de l'arsenal qu'elle avait utilisé dans les années 53 avant de rentrer en hôpital psychiatrique. Et donc elle montre cette agressivité qui est en elle. Elle révèle à quel point elle va mal à cette époque. Sur ce petit tableau, un pistolet et une lame côtoient la main tranchée d'une poupée. Plus haut, un soleil noir se découpe dans le ciel rouge et coule sur la terre.
Le titre de l'œuvre, Paysage de mort, laisse imaginer l'état psychologique de l'artiste. Niki de Saint-Phal utilise son histoire intime pour produire un art troublant. Un art en résonance avec son temps, celui de l'avènement du culte de l'objet de consommation. Elle revisite ces objets, leur conférant une apparence déconcertante. Si Niki parvient à utiliser ses douleurs intérieures dans son travail, en privé, elle s'éloigne de plus en plus de son mari, Harry Matthews. C'était un couple, ils s'aimaient énormément avec Harry, mais c'était compliqué. Et puis c'est une autre époque où, en tout cas, on a tous ses maîtresses et ses amants et ses ceci et cela. Et au bout d'un moment, elle a eu ce besoin. C'est un vrai artiste, quoi. Elle devait faire son travail, Donc elle a quitté ses enfants qui étaient jeunes, quand même. C'est ce que Virginia Woolf appelle une chambre à soi. Il y a un livre comme ça. Il y aurait plus d'écrivains si les femmes avaient une chambre à soi. Elles peuvent s'enfermer à clé, quoi, et être tranquilles. Et là, elle a besoin d'un espace à elle. Elle aura toujours besoin de ça. Donc elle a vraiment besoin d'être seule pour travailler. À 30 ans, déterminée à vivre de son art, Niki de Saint-Phal quitte sa famille pour s'installer à Paris, seule et sans revenu. Elle retrouve alors un lieu dont elle avait fait la connaissance quelques années plus tôt. Une sorte de cour des miracles où travaillent quelques artistes radicaux. Située au cœur de Montparnasse, l'impasse Ronsin n'est rien moins qu'un terrain vague. Un dédale, bohème, rempli d'ateliers insalubres, investis par des artistes. Le plus célèbre d'entre eux, Constantin Brancusi, travaille et vit ici depuis 1915. Marcel Duchamp s'y est lui aussi installé pendant quelques mois. Dès sa première visite, Niki est saisie par la misère qui règne dans l'impasse. Les WC étaient tout petits pour 25 personnes. Les gens mangeaient dans les allées. On faisait cuire des spaghettis dans la bouilloire qui était sur un réchaud au milieu des objets, des détritus, des poubelles. Et puis les artistes se rassemblaient là. Il y avait une vie, une communauté, une réelle communauté qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais c'était en même temps très, très vétuste. Dans ce décor insolite, Niki de Saint-Phal est séduite par l'un des rares artistes à vivre sur place, dans cet atelier délabré, au fond de la cour. Un drôle de Suisse qui, depuis peu, commence à se faire un nom dans le milieu de l'art parisien. Jean Tinguely fabrique des sculptures de métal bricolées en tôle et fil de fer. Il y a les métamatiques ou les baloubas. Des machines qui ne servent à rien, comme un commentaire rigolo et sarcastique sur l'industrialisation du monde. Quand elle a rencontré Tinguely, qui était quand même un monstre sacré, lui, il n'était pas une star énorme du marché, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment le sentiment du marché, on ne sait pas ce que c'était. Mais il est extrêmement respecté dans son milieu et un caractère très fort. C'était dès le départ un truc d'agression et de pique et de jeu, etc. Où elle dit ouais, tu pourrais mettre des plumes sur tes trucs, ça serait plus drôle. Qu'il a super mal pris et qu'il l'a fait directement. Donc voilà. C'est quoi cette bonne femme? Tinguely est ébloui par l'aristocrate farfelu, habillé de voilettes et de plumes qui se tient dans son atelier. Niki de Saint-Phal, elle, découvre un artiste authentique, un fils d'ouvrier aux origines bien différentes des siennes. La pauvreté de son atelier, loin de l'effrayer, la fascine. Elle s'est rendue compte que Tinguely était prêt à tout pour l'art. Il n'avait pas d'argent. Ils étaient obligés de voler du charbon à l'hôpital proche de l'impasse Ronsin. Il menait une vie très très difficile et Niki était admirative. Ça a joué un rôle énorme pour elle, qui était une aristocrate très bien élevée. Ça a fait partie des choses qui l'ont emballée, où elle s'est reconnue dans autre chose que sa famille. Entre ces deux adeptes d'un art ludique mais plus ambigu qu'il n'y paraît, la complicité artistique est évidente.
Niki de Saint-Phal se met à accompagner régulièrement Jean Tinguely chez les ferrailleurs, l'aidant à trouver de la matière première pour ses sculptures. À son contact, elle prend confiance en elle. Elle est très inquiète justement de pas savoir dessiner les choses en perspective, par exemple. Tinguely lui dira « la technique, ce n'est rien, les rêves, c'est tout ». Et c'est vraiment ça, Niki, elle s'est décidée à rêver dans son art. L'amitié artistique se transforme peu à peu en complicité amoureuse. Et à la fin de l'année 1960, Niki de Saint-Phal emménage avec Jean Tinguely dans l'atelier de l'impasse Ronsin. Un mois plus tard, elle abandonne ses assemblages faits de ciseaux et de couteaux et imagine un dispositif surprenant qui enthousiasme Jean Tinguely. Niki, visiblement, a un problème, en tout cas c'est l'histoire qu'elle a racontée elle-même, avec un de ses amants, qu'elle veut exorciser d'une certaine façon. Donc elle lui vole une de ses chemises, qu'elle met sur un de ses assemblages en plâtre, colle une cible à la place de la tête et envoie des fléchettes dessus dans l'atelier. À ce moment-là, Tinguely voit ça et dit « mais c'est formidable, tu devrais montrer ça avec nous ». Le 6 février 1961, Niki de Saint-Phal a 30 ans quand elle est invitée pour la première fois à accrocher une de ses œuvres dans une exposition d'envergure au Musée d'Art Moderne de Paris. Sur un tabouret, elle pose quelques fléchettes pour les visiteurs, invités à tirer eux-mêmes sur la cible. Le titre de l'ensemble, hors d'œuvre. Portrait of my lover, portrait of myself. Encore une fois, Niki fait jouer un rôle primordial à son histoire intime, ajoutant au tableau un jeu censé la libérer de cet amant qui la hante. Il avait imaginé cette espèce de rituel un peu vaudou de lancer des fléchettes sur ce portrait. Et ces fléchettes, c'est pas elle qui les lance, hein, elle les offre au public. Donc c'est une œuvre participative. Où en gros, voilà, les gens, elle exorcise son histoire d'amour, elle règle ses problèmes avec son amant de manière, voilà, sans le tuer. Cela montre que Niki était capable de saisir au vol toutes les situations pour créer, en fait. Et c'est peut-être ça une définition de l'artiste, hein, capable de créer à partir de n'importe quelle circonstance qui se présente. Ce jour-là, alors qu'elle regarde les visiteurs s'amuser avec ses fléchettes, Niki de Saint-Phal remarque un autre tableau près du sien. Elle songe alors à une performance plus radicale encore. À côté de cette pièce se trouvait une pièce d'un artiste un peu oublié aujourd'hui, Bram Bogart, une grande pièce en matière blanche. Et en voyant cette pièce, Niki a dit à Jean Tinguely qu'elle avait envie de faire saigner cette peinture. C'est bien l'esprit de Niki de parler en termes anthropomorphiques pour un tableau. Pour elle, il fallait faire saigner ce tableau. Donc, de cette idée, si on devait faire saigner le tableau, les fléchettes ne suffisaient plus. Et c'est là où elle invente l'idée de faire des tableaux à la carabine. Et elle est allée immédiatement avec Jean trouver du plâtre, des objets, des couleurs, emprunter une carabine, enfin a loué entre guillemets une carabine à un type qui occupait un stand dans une fête foraine et a fait ses premiers tirs malhabiles. Dans son atelier de l'impasse Ronsin, Niki ne sait pas trop comment faire saigner son tableau. Alors elle expérimente. Sur de grandes planches de bois, elle dispose au hasard des poches de peinture et recouvre le tout d'une épaisse couche de plâtre. Le résultat, un relief rudimentaire qu'elle s'empresse d'accrocher dans la cour de l'impasse. Devant Jean Tinguely et un petit groupe d'amis artistes, elle dégaine sa carabine et tire. Quand elle prend sa carabine et qu'elle se met à tirer, c'est comme si elle était habitée par autre chose. Et les gens sont surpris, la détonation, ces jets de couleurs d'un coup. On voit le tableau se fabriquer en direct d'une certaine manière. On voit les coulures se faire. C'est un acte de création et pour elle, c'est très important. C'est comme ça qu'elle le voit. Cette performance radicale impressionne les spectateurs hypnotisés par ce mélange de destruction violente et de création exaltante. En quelques jours, le petit monde de l'art ne parle plus que de ça. Puis, intrigué par la rumeur d'une jeune femme qui peint à la carabine, ce sont les caméras de télévision qui se déplacent jusqu'à l'impasse. En avril 61, une séance de tir est même diffusée au journal télévisé. Cette jeune femme s'appelle Niki de Saint-Phal.
non loin de Montparnasse, elle fait de la peinture à la carabine. Une très jolie femme qui tire à la carabine sur des tableaux, c'est un peu surprenant. Pas oublier non plus qu'à l'époque, les actualités, et notamment les actualités télévisées, étaient très friandes d'art. Il y avait aussi la curiosité, un peu de voyeurisme aussi, je pense, de voir une femme avec une carabine. Voilà, c'est une arme, les armes généralement sont réservées aux hommes. Là, c'est une femme qui est frêle, qui est belle. Sa renommée devient internationale. En quelques mois, elle tire à Amsterdam, Stockholm, New York et San Francisco. En juin 1960, à Paris, à peine 5 mois après son premier tableau fléchette, Niki de Saint-Phal inaugure son exposition personnelle. Feu à volonté. Avec les tirs, elle semble trouver une sérénité recherchée depuis son enfance. Ces tableaux martyrisés, tels des corps éventrés se vidant sur le sol, sont sa revanche sur les hommes et son passé. En tirant sur ces plâtres, c'est un abcès qu'elle crève. Elle tire et elle raconte qu'elle est vraiment dans un état de transe, presque comme droguée quand elle tire. Et elle dit même que c'est un assassinat sans victime. Elle tue la toile et finalement il n'y a pas de mort. Les seuls morts sont dans sa tête, sont dans son esprit, sont dans son âme. Et elle tue au fur et à mesure des tirs, elle tue ses douleurs, elle tue son passé. Elle en parle d'ailleurs comme d'un moment très particulier de sa vie. Les tirs comme étant une sorte de catharsis, d'événements thérapeutiques qui vont l'aider justement à sublimer cette part violente de sa vie, à dépasser la violence. Lorsqu'elle dit qu'elle voudrait voir cette peinture blanche de Bram Bogart couverte de sang, qu'elle voudrait la voir blessée, on peut évidemment penser à l'idée de souillure, d'une pureté blanche, et donc évidemment on peut penser à ce qui lui est arrivé enfant, et ça n'est pas sans rapport, probablement. Au fil des mois, ses œuvres se font plus figuratives. Des objets refont leur apparition figés dans le plâtre et les cibles de ses attaques sont maintenant plus évidentes. Par exemple, en encadrant ses plâtres de dorure volontairement excessives, elle tire, moqueuse, sur la peinture bourgeoise de salon. Sous ce crucifix, elle empile des petites poupées par dizaines, des figures d'enfants démembrés, les yeux évidés, couverts d'éclats de peinture sombre. Le nom de l'œuvre, Hôtel des Innocents. La charge contre les atrocités commises au nom de l'Église est manifeste. Mais Niki de Saint-Phal est une artiste complexe, et certaines de ses œuvres sont plus ambiguës. Ce majestueux autel noir et blanc, profané par des taches de peinture, semble autant décréter la mort de l'Église que sublimer les figures religieuses qu'elle avait admirées en Espagne des années plus tôt. En 1962, la planète retient son souffle devant la crise des missiles cubains. La guerre froide n'a jamais été aussi tendue et Niki de Saint-Phal y voit le signe d'un monde d'hommes en déperdition. Sur King Kong, un grand assemblage de 6 mètres de long, elle organise une histoire où se mêlent les symboles du mariage, de la famille, de la religion et de la politique. Devant son fusil sont alignées les têtes de Khrouchtchev, Castro, du général de Gaulle et funeste présage de John Kennedy, assassiné quelques mois plus tard. Plus loin, une sorte de Godzilla, symbole du danger nucléaire, s'apprête à dévaster New York et ses tours. Ce tableau, l'un des plus beaux tirs de l'artiste, c'est l'histoire d'un monde contraint par les hommes et qui court à sa perte. Le musée d'art moderne de Stockholm décide de l'acheter, une consécration pour Niki de Saint-Phal, encore inconnue 2 ans plus tôt. Elle s'est retrouvée dans un laps de temps extrêmement court, elle, jeune artiste mannequin autodidacte, dans le grand bain des avant-gardes internationales, dans les lieux où il fallait être.
Or, au bout de 2 ans, il a estimé que les tirs, ça suffisait. En octobre 1963, à l'étonnement général, Niki de Saint-Phal arrête subitement ses performances. Les tirs ne lui suffisent plus. Il lui faut désormais du neuf. Au bout d'un moment, c'était trop. Elle était addicted to it. Donc elle a dit, comme ça, c'était être dépendante de quelque chose, elle ne pouvait pas être dépendante de quoi que ce soit. Donc il a fallu arrêter, quoi. Et c'est justement à partir de ces tirs, après ces tirs, qu'elle réussit vraiment à lancer son œuvre. Ces tirs, c'était une façon de faire table rase un peu du passé. Un mois plus tard, le couple terrible Saint-Phal-Tinguely est expulsé de l'impasse Roncin. Les ateliers vétustes sont détruits un à un, car l'hôpital proche des lieux a besoin de place. Ces tirs n'ont pas fait de Niki de Saint-Phal une femme riche, mais lui ont permis de gagner sa vie. Suffisamment pour acheter avec Jean Tinguely une ancienne auberge en banlieue parisienne. Enfin autonome, elle s'y aménage un grand atelier, plus spacieux, et entame un premier assemblage. Sur une planche, elle sculpte une forme avec du plâtre et du fil de fer. Puis elle y fixe une par une des dizaines de figurines en plastique. Progressivement se dessine une femme plus grande que nature, impudique et monstrueuse. Entre ses cuisses, un bébé en plastique tombe de ses entrailles. Son corps grouille d'animaux, de petits soldats et de fleurs, telle une mère suprême qui accouche du monde entier. C'est le départ d'une suite de représentations brutales de la maternité qui paraissent directement sorties de l'inconscient de l'artiste. Moi, enfant, c'était mes préférés. C'est-à-dire que toutes ces femmes, c'est avant qu'elles deviennent sculptures. En gros, elles sont presque en train de sortir du mur. Et il y a des jouets, et il y a des armes. Et c'est toujours des nanas, donc elles ont des perruques comme ça, elles ont des seins, des sexes. Parfois avec des bébés entre les jambes, parfois pas. Mais j'étais fascinée, enfant, parce qu'il y en a toujours une derrière, ça, là où elle mangeait, là où on mangeait tous. Et elle se mettait souvent au bout de table, et elle avait... En dévoilant ses corps nus et à vif, Niki de Saint-Phal ébranle les spectateurs, plus habitués aux représentations féminines aseptisées que l'on peut voir à l'époque. Le nombre de mecs qui ne pouvaient pas regarder. Les collectionneurs, les journalistes, les gens qui venaient visiter, les galeristes. Ça, c'était pas possible. C'était trop violent. Ça leur faisait une pétoche monstrueuse. Et moi, enfant, ça me fascinait. À l'époque, il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on ne dit pas, des éléments qui sont très tabous. Et d'un coup, Niki de Saint-Phal révèle tout ce qui se passe derrière le champ, quoi. Derrière, en disant, mais voilà, la femme, c'est ça. Moi, j'y vois des œuvres fortes, en fait, de femmes puissantes, de femmes qui donnent la vie. Elle dit d'ailleurs que les enfants, on le voit dans ses dessins, les enfants qui sortent du corps féminin apparaissent aussi comme des sexes masculins. Donc ces femmes, c'est aussi des femmes qui vont reprendre une forme de puissance, qui vont se servir de leur capacité maternelle pour devenir des déesses créatrices. Niki de Saint-Phal a trouvé le thème qu'elle continuera toute sa vie à revisiter. Dès 1963, en parallèle de la série des accouchements, elle se procure plusieurs robes de mariage garnies de dentelles et de volants. En les trempant dans une colle de sa fabrication, elle réussit à les manipuler comme elle le souhaite et démarre sa première série de sculptures. Des mariés, maigres, pâles, d'une rigidité cadavérique. Des sortes de zombies sanglés dans une camisole de force, prêts à célébrer une cérémonie macabre. Des œuvres qui expriment, encore et toujours, son rejet des conventions patriarcales. On est à une autre époque. On est dans ces années 60. Il y avait
une chape de plomb sur les femmes en général, et puis sur la société. Enfin, on est avant 68, et il y a un esprit conventionnel, conformiste chez tout le monde. On ne doit pas lever le petit doigt. Enfin, et Niki adorait la provocation. Et Niki n'a cessé de sa vie de faire de la provocation. Jusqu'ici, ses œuvres ont montré la femme souffrante et oppressée. Mais Niki de Saint-Phal cherche encore à faire évoluer son travail. Elle réfléchit à un personnage féminin central qui prendrait le pouvoir, qui irait à l'encontre des représentations symboliques de la femme vue par l'homme, une femme vue par la femme, qui serait une femme puissante, qui serait une femme bien dans sa peau, active. En 1965, elle forme avec Jean Tinguely un couple libéré de tout tabou qui met un point d'honneur à ne rien s'interdire. Les liaisons extra-conjugales sont monnaie courante, mais le couple n'a jamais été aussi heureux. Désormais sereine et guérie de ses angoisses chroniques, elle veut dorénavant raconter l'histoire de femmes joyeuses et fières. C'est une amie, Clarice Rivers, qui va l'inspirer. Cette femme était enceinte et était en même temps une femme extrêmement vivante, très joyeuse, qui avait un rire tonitruant. Et puis il y avait en même temps la sœur de Niki, la sœur Elisabeth, qui était en même temps enceinte. Donc ces femmes enceintes autour d'elle lui ont donné l'idée de faire ces nanas qui étaient la vie même, l'expression même de la création. En août 65, Jean Tinguely revient d'une exposition à Sao Paulo et n'a pas vu Niki depuis quelques semaines. À son arrivée dans la maison, il n'en croit pas ses yeux. L'atelier est envahi d'une dizaine de sculptures de femmes entremêlées sur le sol. Des premières nanas un peu rudimentaires, faites de laine et de papier mâché, couvertes de cœurs et de motifs colorés. Si elles semblent exprimer bonheur et légèreté, dans le contexte des années 60, ces femmes joviales sont plus provocantes qu'il n'y paraît. L'arrivée des nanas, c'est vrai, elles sont joyeuses, des trucs, etc. Mais elles sont aussi hyper violentes, parce que c'est une société où la femme ne peut pas avoir de job sans une lettre de son mari, ne peut pas avoir un compte en banque sans une lettre de son mari. Enfin, c'est quand même... Et là, elles arrivent... les seins comme ça, leurs fesses comme ça, super sexuelles. Là, elle les met, c'est la fertilité même aussi qui vient reconquérir le monde. Ces nanas, c'est justement des femmes émancipées qui envahissent l'espace public, qui sont en maillot de bain, qui sont sportives, et qui parlent d'une femme moderne, qui est aussi une femme qui apparaît dans les années 60. Donc Niki de Saint-Phal, elle accompagne et préfigure l'évolution de la société d'époque. Niki de Saint-Phal améliore sa technique. Les sculptures sont maintenant en résine dure, une matière qui lui permet d'intensifier son rythme de fabrication. Le succès des premières expositions est immédiat. Une armée de nanas érotisées et modernes part à l'assaut du monde. Elles sont montrées à New York, Londres, Amsterdam et Montréal. Niki de Saint-Phal les sculpte de plus en plus grandes, persuadée que ces nanas doivent être immenses parce que les hommes le sont et qu'il faut les dépasser. Sa conquête de l'espace public ne se fait pas sans esclandre. En 1974, l'inauguration de 3 nanas sur une place de Hanovre en Allemagne déclenche d'importantes manifestations d'une part des habitants. Les opposants accusent en vain les 3 danseuses de salir l'image du père fondateur de la ville, campé sur son cheval à quelques rues de là. Niki de Saint-Phal jubile devant sa victoire sur un emblème de la société patriarcale et guerrière. Dix ans plus tard, au début des années 80, l'ancienne performeuse branchée qui séduisait les journalistes en éclaboussant l'art avec ses tirs est maintenant une artiste installée. Avec Jean Tinguely, elle a réalisé des œuvres publiques plus impressionnantes que jamais. Comme le mystérieux Cyclope, une colossale tête métallique cachée dans les bois de Milly-la-Forêt. Ou encore la fontaine Stravinsky, près du centre Pompidou, au cœur de Paris. Pourtant, bien qu'ils soient mariés depuis 1972, les 2 artistes ne sont plus amoureux et vivent séparément.
C'est-à-dire que quand ils se sont mariés, leur couple même, c'était presque fini. C'est romantique et ça l'est pas du tout. À la Niki, c'est-à-dire que le romantisme, c'est pas vraiment dans son domaine. Mais c'est ce qui est romantique, c'est que leur amitié, leur amour, leur relation, elle a duré toute la vie. Il arrivait chez elle, les amants se mettaient un petit peu aux aguets. Enfin, attention, voilà l'autre, là, le roi des Suisses. L'idée que les gens ont de ce couple est beaucoup plus romantique que ce couple ne l'était. Parce qu'ils étaient tout le temps en train de se présenter leurs amants et leurs maîtresses de manière compétitive. T'as vu ma dernière maîtresse, t'as vu mon dernier amant, de manière où je pense que l'un et l'autre en ont aussi souffert. Depuis peu, Niki de Saint-Phal a quitté la France pour l'Italie, avec en tête de réaliser le rêve qu'elle entretient depuis maintenant 25 ans, depuis sa découverte du parc Güell à Barcelone. S'inspirant des cartes du tarot divinatoire, elle a imaginé un jardin peuplé d'œuvres géantes. Un jardin ésotérique qui ferait office de synthèse de ses thèmes d'artiste et de ses préoccupations de femme. C'est ici, à Garaviccio, en plein cœur de la Toscane, au milieu d'une forêt de grands arbres, qu'elle entame un chantier qui engloutira 20 ans de sa vie et une grande partie de sa fortune personnelle. Elle part, elle quitte Paris, où elle a ses amis, sa famille, et elle va s'isoler, être seule là-bas. Elle ne connaît pratiquement personne. Elle va passer toutes ses journées avec des ouvriers qui travaillent pour elle, qu'elle a embauchés. Dans le no man's land italien se forme un étrange chantier. D'immenses structures qui doivent résister au temps sont d'abord construites. Puis, chaque œuvre est recouverte de mosaïques, à la main, l'une après l'autre. Dans la chaleur toscane, le temps semble s'étirer. C'était une acharnée, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait travailler nuit et jour jusqu'à épuisement. Et quand on regarde le jardin des tarots, on voit que c'est fait de minuscules mosaïques ou céramiques qui sont ajustés les uns aux autres. C'est un travail de dentelière. C'est un travail d'une longue patience et d'une obstination totale. L'amour de sa vie, c'est son travail. Quand elle est en train de faire le jardin des tarots, elle veut pas d'amant. Parce que son amant, c'est le jardin. Alors elle a des histoires, etc. Mais dans ses journaux intimes, elle exprime bien comment elle veut pas que ça vienne la distraire de son œuvre. C'est ça qui la brûle, c'est ça qui compte, c'est tout. En 1983, 4 ans après le début des travaux, la première œuvre se termine. L'imposante impératrice. Une nana monumentale, en forme de sphinx, qui exerce un attrait inexplicable sur les rares visiteurs du chantier. Niki de Saint-Phal se réfugie alors au cœur de son œuvre et se construit un petit logement niché dans les vastes seins de ce qu'elle appelle sa mère protectrice. Dépourvues d'intimité et de confort, les conditions de vie y sont rustiques et fragilisent sa santé. En 1984, de violentes crises d'arthrite chronique la clouent au lit pendant plusieurs jours. Et elle tombe malade, hein. Elle a des crises d'arthrite et elle dit c'est mon enfer. Donc elle a conscience qu'elle doit passer par des phases d'enfer. Mais elle pensait qu'il fallait subir ça pour avancer. L'idée qu'il fallait souffrir quand même pour faire la création, pour que ça se devienne un paradis pour les autres. Niki de Saint-Phal veut prouver qu'une femme peut assumer un défi aussi déraisonnable. Pour financer la construction de son parc Güell, Antoni Gaudi avait un mécène. Elle n'en veut pas.
et décide de trouver seule l'argent nécessaire. Pour cela, elle se lance dans la vente de produits dérivés de ses œuvres. Elle a mis beaucoup d'argent, ça a été entièrement financé par elle, ce qui est quand même assez exceptionnel aussi. Elle a créé un parfum, elle a vendu des éditions, elle a fait des vases, elle a fait des meubles pour financer son jardin, pour y être entièrement libre, pour que personne ne vienne lui demander quoi que ce soit, d'aller plus vite, de faire plus grand, plus petit, etc. Elle a fait ce qu'elle a voulu entièrement. Je pense que le jardin lui a coûté 3 ou 4 millions d'euros à l'époque. La valeur de 4 millions d'euros d'aujourd'hui, sur 15 ans. Mais c'était énormément d'argent. Au fil des années, les œuvres prennent vie, l'une après l'autre, au milieu de la nature. À l'entrée, la nébuleuse papesse, fontaine de sagesse et symbole de l'intuition féminine. Tout près, un arbre à serpent a poussé là. Un arbre à deux faces, entre noir et blanc et couleur, entre malheur et joie. Sur un côté, Niki de Saint-Phal y dessine ses années de bonheur avec Jean Tinguely. Sur l'autre face, des larmes et des monstres. Derrière l'impératrice se dresse l'empereur, symbole du pouvoir masculin. Le symbole de l'homme capable d'amener au monde la science et la beauté. Mais aussi coupable d'avoir créé une société agressive, guerrière, source de malheur. Au fil des allées, le long des parois, dans le détail d'une sculpture, se dessine un paysage mental. Se construit petit à petit le portrait d'une artiste en quête de sagesse. Une artiste qui semble jeter ici tous ses souvenirs, ses influences et ses obsessions. C'est l'œuvre de sa vie, c'est évident. Mais c'est aussi toute une démarche spirituelle et je pense que c'est plus proche de qui elle est. Le jardin des tarots, c'est peut-être son plus grand autoportrait aussi. En août 1997, presque 20 ans après le début des travaux, le jardin est enfin achevé. Hymne à la joie et au recueillement, il s'ouvre au public qui vient en nombre dès les premiers jours. C'est fait pour le public. Niki voulait parler aux enfants, elle voulait parler aux adultes, elle voulait parler au public. C'est évident qu'à un moment, la joie devient quelque chose d'important à apporter. C'est quelque chose qu'elle veut donner, le truc du jeu des enfants, que l'art, c'est l'art pour tous. C'est-à-dire que c'est la mort quand on est dans un musée. Et beaucoup de leur délire, c'était de sortir l'art des musées, que ça fasse partie de la vie de tous les jours, que ce ne soit pas isolé, justement, que les enfants puissent participer, puissent être inspirés, qu'ils puissent devenir artistes plutôt qu'avocats ou politiciens. Ça ferait une meilleure société. 5 ans plus tard, le 21 mai 2002, Niki de Saint-Phal s'éteint à San Diego, en Californie, à l'âge de 72 ans. Fragilisée par les émanations toxiques des résines utilisées pour la fabrication de ses œuvres, elle souffrait d'insuffisance respiratoire. Elle laisse derrière elle une œuvre intemporelle qui renverse les barrières entre art populaire et avant-gardisme. Elle laisse un lieu ésotérique qui semble avoir poussé comme par magie au milieu des arbres. Une œuvre d'art hors des galeries, des salons et des musées, où son fantôme semble se refléter encore et encore.